Donc, merci, professeur Takorabet, pour cette brillante communication. Ça nous sort des machines classiques, synchrone, asynchrone et à courant continu. C'est des machines spéciales, à structure spéciale. Donc, vous avez vu que le temps de la recherche peut se faire partout et dans toutes les directions. Donc, surtout en termes de machines électriques. Voilà. Donc, le débat est ouvert. À vous la parole pour ceux qui veulent poser des questions. Donc, comme l'a dit le professeur Takorabet, donc, en concerne la communication, mais même si vous voulez qu'il vous parle d'autres types de machines, il est là. Allez-y. Allez, Monsieur Bouzidi. Merci. Bonjour tout le monde. Bon, je dis d'abord Sahal Aïnoun à tout le monde, ainsi qu'à M. Takorabet, en lui souhaitant la bienvenue donc, à l'université de Béjaïa. Donc il est chez lui. Bon, je vais profiter pour poser une petite question sur l'utilisation des aimants permanents au niveau des machines. Vous avez parlé tout à l'heure donc de la machine auto-lévitée et puis l'objectif c'était d'éliminer les paliers d'aimants permanents. Donc par rapport aux matériaux utilisés, je ne sais pas, alors par rapport aux inconvénients de ces aimants. Merci. Vous voulez parler des inconvénients d'utilisation des aimants permanents? Exact. Ensuite, le choix d'avoir une machine auto-lévitée. D'une manière générale, c'est vrai que les aimants permanents, c'est un problème parce que, bon, une période on dit c'est bien les aimants permanents, ça remplace l'inducteur, ça crée du champ gratuitement, etc. Mais le prix des aimants il monte et il descend, et surtout que c'est les Chinois qui commencent à avoir le monopole des aimants, et donc surtout les terres rares qui sont bien. On essaye, les gros constructeurs essayent de trouver des topologies de machines électriques pour éviter les terres rares, parce que on ne veut pas dépendre d'un monopole. D'ailleurs, actuellement, on travaille avec Valeo sur des topologies de moteurs électriques de traction, et l'objectif, c'est 0 aimant. Voilà, on ne veut pas les aimants. C'est bien. Il y a des aimants, on connaissait tous les Alnico, les Bunded plastiques, les ferrites, les néodymes et tout ça. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont, enfin, différentes caractéristiques. Mais la recherche actuellement, beaucoup d'entreprises essayent de d'éviter les aimants au maximum. C'est pour ça que ici, la topologie qu'on avait trouvée qui réduisait la quantité d'aimants était très intéressante pour Valeo, et tout de suite ils disent je saute sur l'occasion, je vais breveter cette forme-là de façon à ce que les concurrents ne puissent pas l'utiliser. Et on a diminué de plus de 40% le volume d'aimants. Donc l'idée c'est d'utiliser le moins possible d'aimants. Et même il y a des recherches avec Valeo qui est un fabricant de moteurs pour l'automobile. Ils ont lancé des thèses pour créer des aimants permanents sans terres rares. Donc tellement ils s'intéressent à, c'est un gros problème, ils ont lancé des recherches pour faire de la synthèse d'aimants permanents sans terres rares, juste avec donc c'est un motoriste. Il fait de la recherche sur la chimie cristalline pour trouver des choses. Tellement c'est un problème crucial. Voilà. Je rajoute une autre question par rapport à la consommation d'énergie. Donc, en ce qui concerne les aimants permanents, donc généralement, donc il n'y a pas de consommation par rapport quand on utilise des électroaimants. Par contre, on a une consommation d'énergie par rapport à ça. Bon. Oui, les enfin, pour la partie lévitation, il faut comprendre une chose. Je reviens un tout petit peu en arrière, si vous voulez. Hop, hop, hop. Pour montrer par rapport aux machines auto-lévitées, c'est ça.
Oui, d'une manière générale, cette slide-là me casse les pieds. Oui, les aimants, il n'y a pas de consommation d'énergie, ça c'est bien, mais quand on fait du palier magnétique, le palier magnétique ne consomme pas beaucoup d'énergie parce que c'est de la puissance réactive qu'on fait. Les aimants permanents, c'est bien parce que ça ne consomme pas d'énergie. Par contre, c'est très fragile. Il faut pas qu'il y ait de courant induit dans les aimants, il ne faut pas qu'ils chauffent, il ne faut pas qu'ils se désaimantent. Mais souvent, les gens ont tendance à croire que quand on fait du palier magnétique, on a des bobines, et ces bobines-là, elles consomment de la puissance active. Elles consomment que des pertes joules, parce que c'est de la puissance réactive. C'est une bobine, un noyau de fer, il n'y a pas de puissance mécanique. Donc, on crée du champ magnétique pour faire une force de lévitation. Mais comme il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de puissance mécanique. Il n'y a que les pertes joules. Entre ça et avoir des roulements, évidemment, il y a une différence. Je vais juste revenir sur ça, mais si j'y arrive pas, bon, c'est pas grave, de toute façon, je pense que j'ai abordé le sujet. Oui. Y a-t-il d'autres... Voilà, donc je vais revenir à... Ok, bon. Bien, ils n'osent pas poser des questions. Je crois que j'ai reconnu Kamel. Kamel Bourala. Ok. Alors, d'autres questions? Les étudiants. Vous pouvez poser des questions sur autre chose, hein, même si ça n'a pas de rapport avec ce que je viens de vous raconter. Sinon, j'en ai une. Voilà. Enfin, j'en ai plusieurs. Sur les machines tolérantes au déficit, Oui. vous avez proposé des machines à redondance parallèle, donc le slide 14. J'espère que... Oui, ils sont numérotés, ça va. Voilà. Oui, 14, 15, je crois, c'est juste après, voilà. C'est les machines, donc le deuxième. Comment... Celle-là? Oui. Oui. Donc vous avez dit que la première possibilité, ça pose problème parce que donc ça donne des mauvais résultats. Oui. Vous avez fait des calculs, vous avez fait la distribution de la force magnétomotrice. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Hein? Ouais. Oui. Et est-ce que vous... Bon, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui travaillent sur les machines polyphasées, l'hexaphasé. Est-ce que ce n'est pas une solution aussi à ce problème? L'hexaphasé, c'est du 2 fois triphasé. C'est du 2 fois. Voilà, c'est ça. On peut faire un hexaphasé, mais c'est quasiment du 2. La question, c'était est-ce qu'on les connecte, les deux triphasés, est-ce qu'on les connecte ou on ne les connecte pas? Si on les connecte, donc on les décale de 30 degrés, ça fait, ou de 60 degrés, ça fait de l'hexaphasé. Sinon, c'est 2 fois triphasé. Maintenant, celle-là, ces deux topologies-là, d'une manière générale, je vais vous expliquer pourquoi ça, c'est mauvais par rapport à ça. C'est que ici, on a une étoile qui est là. Donc ça, c'est un bobinage triphasé. Là, il y a un deuxième bobinage triphasé. Lorsque la machine fonctionne normalement sur les deux bobinages, donc on a les mêmes valeurs de courant dans les deux bobinages, on a des aimants au rotor, on a la même valeur de l'induction ici, de la force magnétomotrice, là et là. Il y a un équilibre, c'est comme si c'était une machine triphasée. Il n'y a rien qui se passe. En cas de problème, en cas de court-circuit ou circuit ouvert, si jamais c'est circuit ouvert par exemple, donc ici, il n'y a pas de courant. Dans cette bobine-là, il n'y a pas de courant. Donc il n'y a que le champ des aimants. Ici, il y a le champ des aimants plus le champ des courants. La valeur du champ global, c'est pas la même. Donc ici, il va y avoir une pression magnétique supérieure à là. Ce qui fait qu'il va y avoir des forces radiales déséquilibrées. Et ce rotor-là, il va faire beaucoup de bruit. Et les forces radiales, elles vont agir sur le rotor, et le rotor, il va pousser sur les roulements. On fait fonctionner comme ça, c'est les roulements qui cassent au bout de quelques secondes. Enfin, si les roulements sont costauds, ils tiennent encore, mais si ça se répète plusieurs fois, c'est les roulements qui cassent. Quand on a ça, on a ici un équilibre magnétique et un équilibre mécanique. Donc, même en cas de court-circuit d'une des deux étoiles, ça reste
équilibré, même mécaniquement. C'est pour ça qu'on a préféré ça. Voilà. Donc, et on peut faire ça avec 2 étoiles, donc 6 phases. J'ai fait un proto que je n'ai pas présenté avec jusqu'à 4 phases. Donc on peut dupliquer ça. Quand on a un stator avec beaucoup d'encoches, on peut se débrouiller de façon à faire 4 phases qu'on peut alimenter tout en série, en parallèle, avec 2 onduleurs différents. Voilà. Donc on a un proto, je crois que tu l'as vu, mais je vous montrerai, ceux qui viennent à Nancy, je vous montrerai. On a fait des tests dessus, etc. Voilà. Il y avait une autre question, je crois. Bonjour. Ma question est un peu pas vraiment dans le sujet parce que je ne suis pas un électrotechnicien, mais je me demande, il y a la notion de turbo, par exemple dans les moteurs mécaniques. Oui. Ça a été étendu, par exemple, cette notion-là, elle a été implémentée, par exemple, sous forme de turbocode dans les télécommunications. Moi, je suis du domaine de télécom. Je me demande, puisqu'ici l'énergie, elle est si importante que ça, enfin, elle est importante partout, quoi. Pourquoi est-ce que les gens d'électrotechnique n'ont jamais pensé à récupérer, d'une certaine façon, les pertes fer et les pertes, vous appelez ça les pertes fer et les pertes joule, c'est ça? Oui. Pourquoi ne pas essayer de... Pourquoi il n'y a jamais eu de recherche pour réinjecter cette énergie-là d'une certaine façon, quelque part? Oui, je vais essayer de répondre un tout petit peu. Dans les systèmes thermiques, enfin ça c'est mon avis, hein, ça ne regarde que moi, dans les systèmes thermiques, les moteurs thermiques par exemple, ou même les chaudières, dans les grosses installations, les rendements sont faibles, 30, 40, allez, 50%, ce qui fait que la quantité de chaleur dégagée, elle est importante. Et il y a ce qu'on appelle, beaucoup de mes collègues thermiciens, ils travaillent sur ce qu'on appelle la cogénération. C'est-à-dire, on a un gros système qui produit de l'énergie mécanique ou n'importe quoi, et on fait passer de la tuyauterie pour chauffer de l'eau, pour récupérer les pertes, et cette énergie-là, on l'utilise pour faire autre chose. Ça, c'est dans les systèmes plutôt mécaniques, enfin thermiques, et parce que la quantité d'énergie qu'on récupère, elle est significative, et on peut en faire quelque chose. Dans les moteurs électriques, quand on a un moteur de, je sais pas moi, 1 MW, les rendements dans les moteurs électriques, surtout quand ils sont de forte puissance, ils sont très bons. Donc on est à 97-98% de rendement. Et la petite chaleur qui se dégage par les pertes, elle est négligeable, elle n'est pas significative. On la refroidit, mais on peut pas, ça coûte quelque part très cher d'aller chercher à récupérer 1 ou 2% d'énergie, de perte dans un moteur électrique, et pour faire tout un système qui va chauffer l'eau à une température relativement basse, parce que les moteurs électriques, ils montent à 190 degrés. Donc, si on récupère de l'énergie avec ne serait-ce que de la circulation d'eau, l'eau, elle va être relativement tiède. C'est pas, voilà. Quand il y a quelque chose d'important à prélever, oui, pour en faire quelque chose. Quand c'est négligeable, on essaie toujours d'aller loin de façon à ce que la quantité d'énergie perdue est faible. Voilà, en gros, c'est que mon avis. Hein. Voilà. Quand il y a beaucoup de pertes à récupérer, oui, on peut investir dedans pour la récupérer. Quand il n'y en a pas beaucoup, je pense que c'est... Mais c'est pas rentable. C'est mon avis. On est à des rendements de 98% de temps en temps dans des machines électriques. Allez, les étudiants. Les étudiants de master. Vous pouvez me poser des questions, même qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai... Ah, il y a un étudiant.
Donc, bonjour monsieur, d'abord je tiens à vous remercier pour la présentation, bon, que je qualifierais d'abord d'agréable. Bon, on ne s'est pas très ennuyé. Donc, je suis doctorant ici à l'université Béjaïa, je travaille sur la commande des systèmes à conversion. Donc, je suis automaticien, donc vous en doutez que je vais vous parler de la commande d'abord. Donc, je tiens juste à poser une question sur... bon, vous nous avez prévenu au début que vous avez nous parlé de la conception en général, mais est-ce que vous prenez compte de la commande par rapport à la conception d'un produit que vous faites? Oui. Et est-ce que vous équilibrez par rapport, est-ce que vous êtes prêt à céder sur quelques contraintes sur le système à modéliser pour avoir une meilleure loi de commande sur le concept? Merci. Très bonne question. Et alors, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle. Quand j'ai commencé à travailler sur les machines électriques, quand j'ai fait mon DEA, puis ma thèse, donc, bon, je ne vais pas dire il y a combien de temps, c'était plutôt comme ça. C'est-à-dire que on avait des machines électriques, et on avait les gens qui faisaient l'électronique de puissance, les gens qui faisaient la commande. Ça ne communiquait pas beaucoup entre eux. Et petit à petit, maintenant, certains laboratoires, certains chercheurs, dont mes collègues qui m'ont appris la commande, bien que je fasse que des machines électriques, j'ai appris ce que c'est que la commande vectorielle, la commande sans capteur, voilà. Et le lien entre les deux, il est indispensable. Moi-même, quand j'ai commencé à faire le dimensionnement des premières machines à aimant que j'ai faites, c'était pour des chars, hein, c'est des gros engins électriques. Ce que vous dites là, c'est parfaitement vrai. Maintenant, celui qui ne fait pas de la conception de machines électriques en vue de la commande, ou alors qui ne fait pas de la commande pour une machine électrique spéciale, il est à côté de la plaque. Donc, quand on dit la commande, vous avez vu que quand je vous ai montré qu'on appelle ça, le moteur à auto-lévitation, oui, il y a tout un bloc de loi de commande, mais avant ce bloc-là, il y a de la modélisation type circuit, il faut faire l'identification des paramètres par élément fini, les matrices inductances, les transformations de parc sur deux systèmes, et après les commandes, les correcteurs. On fait tout ça en toute harmonie. Donc moi, souvent, mes collègues qui font de la commande, ils me disent on va construire un moteur et un convertisseur, on va le commander. Ils me disent si j'ai envie de réduire les ondulations de courant, parce que quand je fais du découpage à telle ou telle fréquence, l'ondulation de courant, ils ont des normes à respecter. Si je veux avoir, je sais pas moi, 5 ou 10% d'ondulation de courant, lui, il se dit, bon, il faut que mon inductance de fuite soit limitée à telle valeur. Après, il vient me dire, j'aimerais bien que la machine ait une inductance de fuite qui vaut ça. Voilà. Donc moi, dans ma conception, qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte que la machine ait les performances statiques, mais après, il faut qu'elle ait les performances dynamiques. Donc il faut que les inductances de fuite, les réactances X', tout ça doivent être maîtrisées. Donc on le fait dans un sens comme dans un autre. La machine que je vous avais vue là, l'alternateur à griffe dont je vous ai parlé, quand on lance un projet avec Valeo, par exemple c'était le cas avec Valeo, on a lancé 2 thèses en parallèle. Une sur la machine, l'autre sur l'alimentation. Donc on conçoit l'onduleur qui va avec, les lois de commande qui vont avec et qui s'adaptent aux contraintes industrielles. Au début, j'avais prévu de vous parler de ça, mais bon, j'ai laissé tomber parce qu'il n'y a pas le temps. Et donc, il faut travailler. Donc, le doctorant qui fait la commande, il travaille avec le doctorant qui fait la conception de machine. Voilà. Donc, on le fait. Et celui qui ne le fait pas, il passe à côté de beaucoup de choses. Il n'arrivera pas au bout. C'est-à-dire qu'il va fabriquer la machine, une fois qu'il l'a fabriquée, il ne faut pas faire juste l'essai à vide, l'essai en court-circuit, l'essai en charge sous une charge constante et on se dit on est content. Non, il faut que le système marche réellement sur une voiture, etc. Voilà, donc il faut, ce que vous dites est parfaitement vrai, et moi je le fais depuis des années, et c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. Moi je ne connaissais rien à la transformation de parc, ni au filtre de Kalman, ni aux observateurs, tout ça. Je ne connaissais rien, mais quand je travaille avec mes collègues qui font de l'automatique, on communique. Et pareil, eux aussi, ils savent ce que c'est que les éléments finis, ce que c'est que l'inductance de fuite, etc., etc. Voilà.
C'est comme ça qu'on travaille une équipe. Et c'est pareil pour vous. Hein, voilà. Allez, un autre étudiant. Je peux vous dire une fois, ça m'est arrivé d'aller en conférence aux États-Unis ou ailleurs. Moi qui ne connaissais rien à la commande, comme je travaille avec des collègues, il me dit est-ce que tu peux présenter mon article sur de la commande sans capteur? Je ne connaissais même pas au début ce que c'est que la commande sans capteur. Donc j'arrive à une conférence I3E IAS et je regarde, je lis l'article et je regarde, je discute avec lui par téléphone, etc. Et on est obligé d'être polyvalent. Et donc, j'ai appris ce que c'est que la commande sans capteur de position, et maintenant on fait même de la commande sans capteur de courant. D'ailleurs, c'est l'objet de la thèse avec Valeo sur les alternateurs. On fait vous connaissez la commande sans capteur de position, pour ceux qui font d'automatique. C'est-à-dire, on n'a pas le capteur de position qui nous donne le θ et de façon à l'introduire dans la transformation de Park. Ce qu'on fait, on fait une estimation. Voilà, donc on met le courant, on fait l'intégrale de E moins RI, etc. On dérive, etc. Mais ça, c'est classique. Dans notre labo, on le fait depuis plus de 10 ans maintenant. Maintenant, on fait de la commande sans capteur de courant. On ne mesure même pas les courants. Et on essaie de faire l'observateur qui va avec. Et c'est ce que veut faire Valeo dans leur système, parce qu'ils ne veulent pas ajouter des nouveaux composants dans une voiture. On veut que ça marche avec l'électricité sans ajouter des nouveaux composants, donc des capteurs. Donc, qui dit capteur dit un relais, machin, etc. Ça fait beaucoup de choses différentes à faire. Voilà. Madame ? Bon, si vous permettez, je vais rajouter une question toujours par rapport aux machines auto-lévitées. En ce qui concerne la durée de vie, on sait bien que dans les machines conventionnelles, il y a un problème généralement au niveau des enroulements, des frottements, des vibrations, etc. Donc, par rapport à la machine auto-lévitée, qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à la durée de vie, ensuite par rapport aux vibrations, etc. D'accord. Alors, par rapport d'une manière générale, je vais expliquer pour que les étudiants un peu comprennent un peu. La durée de vie, c'est quelque chose de très important dans une machine électrique. Je pense que vos enseignants vous ont appris ce que c'est que les classes thermiques, les classes F, classe H, etc. C'est les niveaux de température dans une machine électrique. Quand on dimensionne une machine électrique, il faut qu'elle soit en régime permanent à une certaine température par rapport à l'isolant. Si la machine électrique, on l'a beaucoup sollicitée, la température moyenne de la machine augmente. Quand la température elle augmente, la durée de vie les isolants s'usent vite. Et donc la machine s'use vite, donc sa durée de vie est réduite. Ça, c'est côté thermique. Côté mécanique, c'est pareil. Quand il y a de la vibration, ça crée des chocs, et à l'usure, ça réduit la durée de vie. Donc, quand on fait de la conception de machines électriques, en fonction de l'utilisation qu'on va avoir de cette machine, on essaie de régler la température moyenne de la machine à une certaine valeur pour qu'elle dure 10 ans, 20 ans, peu importe, hein, en fonction de la mission. Maintenant, je reviens à la machine auto-lévitée. Les machines auto-lévitées, donc, déjà, pour que ça marche bien, il faut que la commande soit parfaitement maîtrisée. Parce que ici, ce n'est pas de la milliseconde, c'est de la microseconde, c'est de la nanoseconde. Parce que je sais pas si j'ai... Voilà, je vais juste montrer. Passe tout ça. Voilà, j'attire votre attention sur ça. Voilà. Vous voyez ça? Ça, c'est... Si je conçois une machine qui n'est pas bien dimensionnée. Donc la force de lévitation, elle n'est pas constante. Donc elle fait ça. Mais l'entrefer de la machine, il fait... Allez, en tout cas, c'est 1 millimètre. C'est un grand entrefer. Ça veut dire que ici,
ces ondulations-là, si elles ont... Ça, c'est du temps, hein. C'est-à-dire que si la force, elle est comme ça, mais je vais faire vite, hein, lentement, elle fait ça. Cette force, elle fait ça. Ça veut dire que le rotor, il a le temps d'aller cogner contre le stator. Donc l'idée, déjà, pour pouvoir éviter ça, il faut que ces ondulations, les pics d'ondulation ici, ils soient très petits. De façon à ce que, on peut permettre qu'ils bougent un tout petit peu, mais comme la distance est très petite, il ne faut pas que... voilà, donc ça... Et donc, ça induit aussi, les harmonies que vous voyez, ça induit des forces dans et de la vibration dans le rotor, et ça, pareil, ça réduit la durée de vie. Et donc, quand on conçoit une machine, si je reviens maintenant au cas particulier de ces machines à auto-léviter, il faut avoir... Dommage, je n'ai pas montré les résultats de notre machine qui marche bien. Nous, on arrive à faire constant, avec un taux d'ondulation de moins de 1%. Et la force Y, 0. Et donc la force, elle est constante. Et si on veut que ce soit maîtrisable, parce que toute la théorie que je vous ai montrée, elle est basée sur le principe de superposition. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, si je reviens, tout ça, voilà, ça, c'est basé sur le principe de superposition. Donc, comme ces machines-là, par exemple, ici, c'est des petites machines, il faudra les surdimensionner suffisamment pour que ça reste linéaire, le matériau reste linéaire, de façon à ce que le modèle qu'on fait colle parfaitement, de façon à ce qu'on puisse le commander. Et on n'a pas le droit à l'erreur parce que ça découpe très vite dans le temps. Il y a beaucoup d'automatique. Chez SKF, avec qui on travaille, il y a beaucoup plus de problèmes d'automatique, de traitement de signal, de la rapidité de réaction, que de conception. La conception, on l'a faite une fois, c'est bon, mais après, le fonctionnement, c'est plutôt l'automaticien qui fait. Et là, il faut que les pertes soient les plus faibles possibles. Bon, là, en l'occurrence, c'est le cas, et il faut que les vibrations soient quasiment inexistantes. Voilà, parce que ça tourne très vite. La machine dont je vous ai parlé, c'est plutôt du 90 000 tours minute. Voilà. Et si tout va bien, la durée de vie, elle est très très importante de la machine. Parce que ce n'est pas la machine le point faible. Une fois qu'elle est conçue pour être à l'aise. Après, c'est sa commande qui est difficile. Je crois qu'il y avait une main qui s'est levée là. Non? Il y avait une question, non? Voilà. On va poser des questions. Là, vous avez un spécialiste. Il travaille aussi sur les machines linéaires, donc sur la traction électrique. Vous pouvez poser votre question. L'autre. Bonjour. J'aimerais savoir quel est le domaine d'application des machines autopilotées, lévitées. Auto-lévité. Voilà ce que je disais. Tout ce qui est machine très grande vitesse. Attention, les machines à lévitation magnétique avec des paliers magnétiques, ça existe depuis quelques années et ça tourne. Et ça existe, voilà. Et les applications, je vous en ai montré plusieurs. Voilà. Par exemple, là, les turbocompresseurs dont je vous ai parlé, quand on fait de liquéfaction de gaz, par exemple, là, c'est les flywheels, c'est les flywheels, c'est stockage d'énergie inertielle. Quand on fait du stockage d'énergie inertielle, on a ici une masse, quand on fait du stockage d'énergie inertielle, on a une masse qu'on fait tourner très très vite pour stocker de l'énergie mécanique. Donc après, quand on a besoin, on décharge. Et donc, il faut que ça tourne très vite, sans perte. Qui dit sans perte, dit pas de contact. Donc ici, on met des paliers magnétiques. Il y a un moteur avec palier magnétique, il n'y a pas de contact. Ici, c'était ce que disaient les pompes turbomoléculaires. En l'occurrence, la machine que j'ai faite, c'est pour cette application-là. Dans l'industrie
pharmaceutique, par exemple, on a besoin de créer du vide, donc dans des enceintes avec du vide, pour pouvoir faire des réactions chimiques pour produire des médicaments, mais dans un espace pur. Donc il faut une pompe. Quand on dit turbomoléculaire, ça veut dire c'est un moteur qui entraîne une turbine qui va extraire toutes les molécules d'air qui se trouvent... c'est pour ça qu'on appelle turbomoléculaire, pour faire du vide. Ici, en l'occurrence, c'était pour faire de l'industrie pharmaceutique. Il y en a d'autres. Hein. Voilà. Les tool machines, c'est les machines-outils. Hein. Voilà. Tout ça, on utilise la machine à grande vitesse. Quand je dis grande vitesse, c'est au-dessus de 50 000 tours minute. 50, 60, 100, etc. Actuellement, je travaille avec une autre entreprise où l'objectif, c'est de faire des machines qui démarrent à 200 000 tours minute. Et l'objectif, c'est d'essayer d'atteindre le million, mais bon, je ne sais pas si on y arrivera. Voilà. Mais là, c'est pour... même le compresseur, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me parlait de compresseur de voiture, les turbos. Hein. Au lieu de les faire un turbo classique, on peut faire un moteur électrique pour faire tourner le turbo à 90 000, 100 000, etc. tours minute. Voilà les applications. Et là, quand on veut éliminer certains problèmes, on se dit, et si on faisait du moteur sans palier magnétique, donc qui s'auto-lévite. Ça résoudrait beaucoup les problèmes des automaticiens. Parce que les automaticiens qui contrôlent ces pompes, ces moteurs-là, quand ils montent en vitesse, il y a des modes mécaniques. Pour éviter les résonances mécaniques, ils ont des techniques pour passer ces modes-là avec le contrôle. Et ça commence à être compliqué. Et donc, une des solutions, c'est que ces modes-là, les fréquences à laquelle apparaissent ces modes-là, il faudra les pousser très très loin. Donc il faut réduire les longueurs. Voilà, en gros. Quelque part, l'électrotechnicien essaye de soulager un petit peu l'automaticien. Voilà. Bonjour. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu sur le principe des trains à induction et le freinage par induction de poileurs? Le principe des trains à induction. Des trains à lévitation. Des trains à induction magnétique. Les trains à lévitation magnétique. Et principe de freinage par induction de poileurs. Je ne sais pas si je vais trouver quelque chose, mais j'ai déjà travaillé sur ça. J'ai fait ma thèse sur les moteurs linéaires, à induction d'ailleurs. Oh là, ça m'étonnerait que je puisse trouver quelque chose. Alors, est-ce que j'ai pas d'illustration? Si, je dois, mais ça va être un peu chaud de les trouver. Alors, les moteurs linéaires, les moteurs quand on veut faire vite, voilà, quand on veut faire des trains qui vont très vite, on utilise des moteurs à lévitation magnétique. Donc les trains à lévitation magnétique, on a des bobines sur le train, des bobines sur le rail. Alors il y a différentes techniques, je ne vais pas toutes les citer. L'essentiel, c'est que des bobines magnétiques font de lévitation magnétique du train. Et là, je répète aussi, les gens on a tendance à croire que ça consomme beaucoup d'énergie. Quand on fait de la lévitation, on ne consomme pas de puissance mécanique. On crée juste un champ magnétique qui crée une force, mais comme il n'y a pas de mouvement, la puissance mécanique, c'est la force fois l'énergie, c'est la force fois la distance, et la puissance, c'est la force fois la vitesse. Mais dans le sens vertical, il n'y a pas de vitesse, donc il n'y a pas de puissance mécanique. Sauf s'il y a quelques petites vibrations. Donc, c'est des trains, c'est des bobines qui sont là pour créer juste une force de lévitation, donc de répulsion. Et ça, on peut les faire soit avec des systèmes aimant-aimant, mais c'est pas bien. On peut les faire avec des systèmes électroaimant-aimant. Ça peut se faire, mais ça coûte cher. On peut le faire avec des systèmes électroaimant-électroaimant. Voilà. Et ça, souvent, on utilise des supraconducteurs pour faire des champs magnétiques intenses. Donc on fait des bobines qui créent la lévitation, et après il y a des bobines qui créent la propulsion. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, les machines auto-lévitées, c'est-à-dire que dans le même système, on a des bobines
qui maintiennent la lévitation du moteur tournant et des bobines qui font la rotation. Là, dans les trains à lévitation magnétique, c'est la même chose. Donc on a des systèmes de bobines qui gardent en équilibre le train, et puis on a quelques bobines qui sont là pour faire la force de propulsion. On utilise des supraconducteurs principalement, mais pas que. On peut utiliser des machines synchrones, donc la conversion synchrone, donc avec des pôles sur la chaussée, enfin sur le rail, et puis des pôles avec le principe d'une machine synchrone, linéaire, comme on peut utiliser des machines à induction. L'avantage, c'est-à-dire des machines asynchrones. Auquel cas, le rail lui-même, c'est juste un rail métallique comme un moteur asynchrone. Moi j'ai travaillé beaucoup sur la machine à induction, les trains à lévitation magnétique, mais avec le principe de moteur à induction. Et l'inconvénient, c'est qu'il a un mauvais facteur de puissance, mais l'avantage, c'est que le rail, il n'est pas alimenté. C'est une tôle, enfin, c'est un bout de métal solide, sans alimentation. Il n'y a pas d'entretien, il ne faut pas l'alimenter, etc. Il y a eu beaucoup d'exemples qui sont faits un peu partout dans le monde. Des exemples plutôt expérimentaux, mais il y a des lignes qui fonctionnent avec ça dans le monde. Moi, je suis allé à Shanghai, je suis monté sur le train à lévitation magnétique qui va de l'aéroport de Shanghai au centre-ville de Shanghai. Il monte jusqu'à presque 500 km/h en une minute, je crois, une minute et quelques. On voit, puis on sent rien. C'est vraiment... Là, c'est nickel. Bon, ni bruit, ni vibration, ni rien du tout. Voilà, ça existe. Et maintenant, la partie théorique qu'il y a dedans, etc., le calcul, c'est des moteurs linéaires. L'inconvénient des moteurs linéaires, c'est qu'ils ne sont pas fermés. Un moteur asynchrone, tout est fermé. Tout est canalisé dans un cercle. Un moteur linéaire, c'est ouvert. Il y a beaucoup de calculs qu'il faut faire précisément de façon à maîtriser ce qui se passe. Et ça, c'était un des premiers travaux de recherche que j'ai fait, c'était ma thèse. Avec le professeur Bernard Laporte, si vous connaissez. Ouais. Ah. Donc j'ai posé la première partie pour assurer le fonctionnement de la machine en cas de défaut. Oui. Donc là, ce que vous avez proposé, c'est d'utiliser deux machines de alimentation. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec le système embarqué, avec les contraintes des systèmes embarqués? Oui. Donc à savoir le poids, le volume et tout ça. Oui. Donc là, ce que vous avez proposé, donc il y a deux convertisseurs, deux alimentations différentes. Donc la première question. Deuxième question, comment assurer le découplage entre les deux machines? Découplage magnétique entre les deux machines en cas de défaut avec l'une des deux machines. Alors, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Non, ça c'est pour revenir. Je reviens en arrière. Alors d'une manière générale, voilà, c'est ça. Hein. Je vais faire le principe. Il faut comprendre une chose, c'est que actuellement dans les avions, j'oublie même l'avion plus électrique. Dans les avions, on a ce qu'on appelle des actionneurs hydrauliques, donc, ou alors des actionneurs électro-hydrauliques. Il y a deux notions. Ce qui existe, le classique. Dans tous les cas, dans les avions, il y a une redondance, voire une redondance de la redondance, parce que la sécurité, c'est quelque chose d'important. Donc quand vous montez tous dans un avion, vous voyez les petits ailerons qui bougent et tout ça c'est actionné avec, actuellement, jusqu'à il y a quelques années, c'était de l'électro-hydraulique. C'est-à-dire que on a un réseau hydraulique dans l'avion avec une certaine pression qui est régulée, comme la pression dans un réseau urbain d'eau. Et puis, à côté de chaque actionneur, il y a une électrovanne qui est contrôlée d'une façon électronique pour faire circuler le fluide, pour actionner dans un sens ou dans un autre. Mais malgré ça, c'est de l'hydraulique, on dit c'est sûr, on fait de la redondance. Donc dans un même arbre, pour actionner quelque chose, on a 2 voire 3 actionneurs hydrauliques, électro-hydrauliques. Et en cas de panne de un, on bascule sur l'autre. Il le faut.
c'est une obligation. Quand on remplace l'hydraulique par de l'électrique, c'est la même chose. Donc ici, par exemple, nous, on a étudié, je vous donne un exemple. Je vais juste pointer. Ici, bon, on aurait pu faire, dommage, j'ai d'autres slides, on aurait pu faire ici un convertisseur, un moteur. Un convertisseur, un moteur, et puis ici un assemblage mécanique pour attaquer la roue. Voilà ce qui a été initialement imaginé par les gens de l'aéronautique pour dire, tiens, on va remplacer avec l'ancien système, parce qu'il faut 2 moteurs, ils sont couplés mécaniquement. Oui, on peut le faire. Mais on a déjà le poids de l'engrenage mécanique des deux, et surtout, on a 2 moteurs, l'avantage, c'est que chaque moteur est indépendant. Donc, il faut assurer, de toute façon, il faut 2 moteurs, il faut 2 systèmes en cas de panne de l'un des deux. L'avantage de ça, c'est qu'on supprime l'engrenage mécanique, et d'une manière générale, tous les concepteurs de machines ne vont pas me contredire, c'est que si je veux construire un moteur électrique, la masse totale du moteur électrique, il y a la masse des parties actives, il y a la masse des parties non actives, le carter, l'arbre, tout ça. Quand on veut faire une machine de puissance 2P, si on a une machine de puissance P, on a une masse M de l'ensemble. Si on veut faire une machine de puissance 2P, si tout est resté identique, on a presque la même masse, voilà, M. Donc on double la masse, mais on gagne dans tout ce qui est mécanique autour. Donc c'est très intéressant de faire une seule machine avec 2 bobinages dans le même circuit magnétique. Déjà, entre ça, théoriquement, on gagne racine de 2. Voilà, si vous voulez comprendre. Au lieu de faire 2, on fait racine de 2. Si on fait les calculs précisément, d'un point de vue masse. En plus de ça, on gagne tout ce qui est carter, pièces non actives, etc. Donc, en point de vue masse, la masse d'une machine double étoile est inférieure de racine de 2 par rapport à 2 masses. Par contre, la difficulté, c'est ce que je disais, c'est que quand on fait dans une même machine 2 bobinages qu'il ne faut pas qu'ils se dérangent, il faut faire un peu... soit on fait comme ça, et ça je vous ai dit que c'était mauvais, et là quand on fait des bobines ici, vous voyez ici on a des bobines, les bobines vous ne voyez pas très clair parce que même moi ici je ne vois pas, ici les bobinages dentaires ils ont l'avantage d'être des bobines découplées magnétiquement. Donc ici je peux combiner, vous voyez ici écrit A1, A2, donc je prends cette bobine A1, B1, C1, ces 3 là vont fabriquer la première étoile. A2, B2, C2, ça va me fabriquer la deuxième étoile. Et ça, le fait de les bobiner comme ça, c'est découplé magnétiquement. Les bobines ne se dérangent pas. Bon, là j'ai donné juste un principe avec 6 bobines, mais en réalité on l'a fait avec 12, voire plus, pour assurer cette machine que je vous ai montrée. Je vais vous montrer celle-là. Ici, il y a 48 bobines. Bon, ce principe-là, on l'a fait avec même 48 bobines. Plus il y a de bobines, plus la force magnétomotrice est bien répartie. Et là, on gagne beaucoup. À titre d'exemple, cette machine-là, elle fait 5 kW permanent, 10 kW crête, pour moins de 3 kg. Moins de 3 kg. Mais j'ai fait 40 pôles dedans. Grâce au bobinage dentaire, je peux faire augmenter le nombre de pôles d'une façon relativement économique. Voilà. Et là, je crois qu'on n'a jamais fait mieux ici au niveau de puissance massique. Voilà, donc, je ne sais pas si j'ai à peu près fait le tour. Hein? Je suis là. S'il y a autant de questions qu'il y a, Bonjour tout le monde. Donc, j'ai 2 petites questions dans le domaine de l'attraction électrique. Pour la première question, quel est le type
du moteur qui nous donne des meilleures performances en termes de vitesse et de couple. Pour la deuxième question, quels sont les critères qui nous imposent le type de moteur toujours dans la traction électrique? Bien. C'est une question très vaste, très large. Alors, moi, c'est ce qu'on dit toujours, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise machine électrique. Tout dépend du cahier des charges et quelles sont les contraintes industrielles de l'application et le prix qu'on met dedans. Voilà, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. Par exemple, je vais donner un exemple simple. Allons-y, traction électrique. La traction électrique, tous les constructeurs utilisent différentes machines. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, la Twizy de Renault utilise une machine asynchrone. La Prius utilise une machine synchrone à aimant permanent enterré. Nous, au laboratoire actuellement, on essaie d'utiliser d'autres types de machines encore beaucoup moins chères. Voilà, donc nous, notre critère, c'était de faire de la petite machine pas chère, de façon à vendre des petits véhicules juste pour la ville. Le critère pas cher est important. Tesla utilise des machines à induction. Les voitures Tesla prestigieuses, ils utilisent des machines asynchrones très poussées. Donc, il n'y a pas une machine dédiée à telle ou telle chose. Voilà. Surtout pour la traction, le but c'est de faire quelque chose qui tourne, qui remplace le moteur thermique. On peut même le faire avec des machines à courant continu si on a envie. Mais durée de vie, coût, facilité de contrôle, tout est variable. Donc les critères, quand vous dites, les critères, c'est quoi? C'est le prix. Le critère, alors la durée de vie, machine synchrone à rotor bobiné, machine synchrone à aimant, machine asynchrone à cage. Les durées de vie, ça peut aller... bon, c'est pareil. C'est-à-dire que si on fait attention à la machine, si on ne la sollicite pas beaucoup, si on ne la chauffe pas beaucoup, elle durera pareil, qu'elle soit synchrone ou asynchrone, il n'y a pas de problème. Il y a aussi les constructeurs automobiles, ils essayent, parce qu'ils ont connu le choc du prix d'aimant qui a été multiplié par 10 rapidement, donc on se dit on va essayer d'éviter les aimants permanents. Voilà. Donc, il n'y a pas... Des solutions techniques existent, surtout maintenant, on sait bien contrôler des machines à aimant, comme on sait bien contrôler des machines asynchrones. Bon, c'est plus facile avec la petite machine à aimant posée en surface, c'est facile, le modèle de parc, je fais IQ égale, voilà, ID égale à 0 et puis basta. Mais on peut le faire avec des machines à induction. Donc quelque part, l'électronique, elle a avancé, la commande, elle a avancé, on maîtrise, les ingénieurs, ils maîtrisent tout. Je pense que le nerf du marché, c'est le prix, et puis est-ce qu'on arrive à vendre. Voilà. Voilà. Valeo, ils nous ont cassé les pieds, il me dit est-ce qu'on peut gratter voilà, quelques millimètres dans le pôle de machin, si vous grattez ça va nous coûter, les pôles, ils vont nous coûter 3 centimes de moins, et puis on produit 1000 moteurs par jour, voilà, c'est le coût. Voilà. Après, la technicité, chaque entreprise a son savoir-faire, évidemment si une machine ne sait rien sur les machines à induction, elle peut se lancer, elle fait d'abord de la recherche pendant des années jusqu'à perfectionner son truc et puis elle avancera. Bon, il y a d'abord le critère économique et après le savoir-faire. Maintenant, les entreprises, si elles n'ont pas de savoir-faire, elles vont le chercher. Elles vont voir dans les laboratoires, travailler avec eux pour forme de partenariat et puis au bout de quelques années, ils acquièrent une expérience et puis ils arrivent à fabriquer. Voilà, donc j'ai répondu d'une façon vague, mais je ne vais pas dire c'est les machines asynchrones qui sont les meilleures que les machines à aimant, ou inversement, ou les machines à rotor bobiné. Chaque application... Par contre, il y a des applications où il y a des exigences qui font que c'est mieux comme ça. Par exemple, si je parle de l'éolien, par exemple,
l'éolien, quand on voit maintenant ce qui existe sur le marché, l'éolien de quelques mégawatts, on utilise beaucoup des machines asynchrones, à rotor bobiné. C'est ce qui est le plus adapté parce que la technologie des machines asynchrones actuelles, elle est mature, elle est bien utilisée, elle est bien performante pour cette gamme de puissance. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas pour 5 mégawatts ou 10 mégawatts. Mais pour l'instant, ce qui existe, c'est la gamme de 1-2 mégawatts dans les éoliennes. Il y a beaucoup de machines asynchrones avec le back-to-back depuis le rotor. Donc on alimente via le rotor et le stator il est directement connecté au réseau. Mais quand on veut monter plus haut en puissance, les gens cherchent à faire de la machine AM en permanent pour éviter tout ça parce que ils estiment que c'est la puissance massique, on y gagne. Voilà. Mais en fonction des gammes de puissance, en fonction de la technologie, en fonction de plein de choses, théoriquement toutes les machines se valent. Enfin, théoriquement, économiquement, je ne sais pas. Voilà. J'ai répondu une réponse de Normand, excusez-moi, mais il n'y a pas quelque chose de précis. Donc bonjour, donc vous avez parlé sur le DD.5. Vous avez parlé sur le DD.5. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre le 2D et le 3D? La différence entre les deux. Ah, 2D. Le 2.5. Voilà. J'explique ce que c'est que le 2D.5. Où est-ce qu'il est, oui, alors. Ah. Alors, en attendant, alors, il y a le 2D, le 3D. Alors, le 2D et demi, c'est une façon de... c'est à nous, enfin, c'est mon équipe qui a créé ce nom barbare. Alors, je vais juste vous montrer un exemple. Ça ne veut pas dire que... Voilà. Voilà. C'est... Hop, 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 hop. D'une manière générale, quand on fait du 3D, on fait le 3D. Quand on fait le 2D, on fait le 2D. Quand on veut gagner du temps, on peut essayer de simuler les effets 3D par un bricolage. J'appelle ça du bricolage. Mais il marche. Ici, je vous explique ce que j'appelle le 2D et demi. Je prends une machine électrique. Ça, c'est vraiment les démarreurs de chez Valeo, pour tout vous dire. Voilà. Ces démarreurs, c'est vraiment des machines qui sont vraiment martyrisées. Quand je dis martyrisées, c'est vraiment... elles souffrent. Pourquoi? Parce que on se dit c'est un démarreur, de toute façon j'appuie sur le bouton, il démarre, et puis voilà, on s'en fout. Voilà. Et elles sont... Ici, quand on regarde, quand je prends les données de Valeo, comment marchent les démarreurs, ça monte à 1000 ampères, et ici... ça c'est la culasse, donc on a un inducteur là, on a ici la culasse, donc le flux il se referme par là. Et ici l'induction, elle monte jusqu'à très saturé. Pour pouvoir faire un dimensionnement, optimiser la machine, il faut bien la modéliser. Et pour pouvoir la modéliser, il faut tenir compte des effets de bord. Alors, les effets de bord, je m'explique. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Voilà. Pour tout vous dire, un démarreur, la culasse, cette culasse-là que vous voyez, alors je reviens en arrière. Attends, voilà. Hop, voilà. Là, ce n'est pas des machines comme on a l'habitude. Alors, je vous montre. Ici, les machines réelles, on a ça, c'est de la tôle feuilletée. Tout ça, c'est de la tôle feuilletée, etc. Pour les machines asynchrones, les machines à aimant. Ici, non. Ici, ces petits bouts de ferraille là que vous voyez, c'est juste un petit bout de ferraille forgé. Et ça, c'est une tôle qu'on a repliée sur elle-même, mais on a vissé. Voilà. Donc tout ça, c'est pour faire pas cher. Et
Donc, je reviens... Non, pas ça. Voilà. Même ici. C'est pas grave. Non. Allez, je reviens là. Là, vous voyez ici, vous les voyez, les vis là? Et là, on a vissé le pôle. Et là, c'est juste une seule tôle. Ce qui fait que le pôle, il est sur la pièce, la partie active, elle est là. Vous voyez la longueur de la partie active par rapport à cette longueur-là. Donc la machine est beaucoup plus longue. Ce qui fait que quand ce fer-là, il est très saturé. Quand on a beaucoup excité la machine, le flux, il reste pas canalisé là, il va là où c'est moins saturé. Donc je vais maintenant vous montrer, non, je vais vous montrer, donc, vous voyez, je vais essayer de vous montrer cette tôle-là que je vais déplier. D'accord, donc on y va. Donc elle est là. Donc ici, voilà, ça c'est la trace du pôle. Ça c'est la trace du pôle. Dommage, vous ne voyez pas les lignes de champ. Lorsque c'est pas saturé, lorsque la machine n'est pas saturée, théoriquement, le flux, il vient de là, il va là, et théoriquement, les lignes de champ, elles sont perpendiculaires, elles ne sortent pas de ce cadre-là. Si c'est trop saturé, ben, comme il y a du fer à côté, le flux, il circule, il va faire le tour. Voilà, donc c'est comme vous prenez un cours d'eau, voilà, un cours d'eau, donc une petite rivière, elle est là, il y a une entrée par là, une sortie par là. Si la rivière ne déborde pas, l'eau continue à couler, mais s'il y a une inondation, la rivière sort de son lit. Donc les lignes de champ vont sortir à l'extérieur. Et cet extérieur-là, tout ça, on ne tient pas compte de ça en 2D. Quand on fait ce modèle-là, on suppose que c'est coupé là, et c'est infiniment lent. Et donc, pour pouvoir tenir compte de ça, on va faire une étude dans le plan R θ, et on va faire un calcul de champ dans le plan, attendez voir, Z et puis R, et Z θ. Donc, et on jongle, quand on fait du calcul, quand on formule ici, on fait la formulation mathématique. Ici, on résout le problème avec la variable A qui est là, mais ici, on résout autrement. Et donc, on va combiner entre les deux. Donc, quelque part, on va faire un plan, on étudie dans ce plan-là en 2D, on étudie dans ce plan-là en 2D, et on essaie de combiner les deux pour tenir compte des effets. Voilà à peu près l'idée du 2D et demi. En réalité, c'est pas du 3D, c'est pas du 2D. On fait 2 fois 2D dans 2 plans différents pour essayer de tenir compte d'un petit phénomène. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc, est-ce que vous pouvez parler sur l'utilisation du supraconducteur dans les machines électriques? C'est vrai que les pertes tendent vers 0, mais par contre, le refroidissement du supraconducteur, on va le refroidir vers 0 absolu. Donc, c'est cher. Est-ce que économiquement, c'est intéressant? Et la manière techniquement, comment on fait ça? Ouais. Merci. Ok. Bon, j'aurais dû prévoir... dommage. Alors, je vais retourner. Les supraconducteurs. Les supraconducteurs, donc notre laboratoire a commencé à travailler sur les supras il y a bien longtemps. J'étais encore étudiant. J'essaie de trouver la souris. Voilà, ok, c'est pas grave. Et donc, voilà, c'est bien. On est sur la première diapo, c'est bien. Juste pour... voilà, c'est ça. Alors, les supraconducteurs, il y a différents types de supraconducteurs et ça a connu une évolution depuis ces années-là. Et actuellement, il y a les supraconducteurs de type 1, etc., qui sont niobium titane, ils sont plutôt proches du zéro absolu, donc à 3-4 Kelvin, donc on les utilise avec de l'hélium liquide. C'est compliqué parce qu'il faut assurer l'hélium liquide, la présence de l'hélium liquide, etc. Après, il y a d'autres supraconducteurs qu'on appelle supraconducteurs haute température critique.
Mais les hautes températures critiques, c'est pas énorme, hein, il ne faut pas se dire, c'est plutôt vers 70 Kelvin. Voilà, autour de 70 Kelvin, donc moins 200. Pardon. Et donc, c'est un peu moins difficile. Ça ne veut pas dire que c'est facile, c'est un peu moins difficile. Maintenant, avant, c'était de l'hélium liquide, c'est très cher, c'est très compliqué. Maintenant, on crée ce qu'on appelle des cryocoolers, des réfrigérateurs. Maintenant, on achète un appareil, c'est comme un climatiseur, voilà. C'est une boîte qui fait, on en a au labo, hein, ça fait ça. Voilà. Ça, avec ça, un carré qui est comme ça, comme un climatiseur, avec une sorte de tuyau dedans, et ça fait circuler de l'azote liquide. Et là, on va dire, on a la technologie à avancer dans le système de refroidissement. Ça coûte moins cher, et c'est transportable, et il n'y a pas de contrainte, c'est un circuit fermé. Avec ça, on peut faire des supraconducteurs, on peut travailler avec des supraconducteurs à 70 K. Voilà. Maintenant, c'est vrai, c'est compliqué. C'est pas intéressant du tout de faire des machines supraconductrices pour faire une machine de 4 kW ou de 5 kW. Parce que toute la tuyauterie qu'on va faire, tout le tralala qu'on va faire autour, il coûte tellement cher que ça ne sert à rien. Ce qui fait que nous, au laboratoire, c'est plus intéressant, mes collègues ont démontré que c'était plus intéressant lorsque on monte en puissance, quand on dépasse les centaines de kilowatts, voire le mégawatt. Et là, on a beaucoup de travaux avec de gros constructeurs de moteurs électriques. Quand on arrive vers le mégawatt, de toute façon, une machine avec 1 mégawatt, il faut un système de refroidissement, même naturel. Il faut des échangeurs, etc. Et là, ce qu'on gagne, parce qu'il n'y a pas de perte, donc quand on a une machine de 1 mégawatt, il faut extraire peut-être très très peu de puissance. Le cryocooler qu'il y a, il est tout petit. Alors quand on a une machine de 1 mégawatt normale, il faut un extracteur qui fait, je ne sais pas moi, 50 kilowatts. Voilà. Donc c'est intéressant, très haut, à très haute puissance. Mais ce n'est pas encore gagné, parce que jusqu'à présent, on a su faire différentes, on en a fait plusieurs dans notre laboratoire. Ça, celui-là, c'est un des derniers qui est réalisé. Celui-là, il est réalisé, testé. Mais là, il y en a un qui est en train d'être, on va le recevoir d'ici quelques semaines. Il est à flux axial. Mais le problème, c'est la fréquence. Jusqu'à présent, on ne sait pas faire de machines supraconductrices stator et rotor. Parce que dès qu'on fait de la fréquence variable, il y a des pertes. Quand il y a des pertes, ça ne va pas. Donc, pour l'instant, on n'en a fait que l'un des deux qui est la partie continue qui est supraconductrice. Voilà. C'est intéressant, mais à forte puissance. Le système de refroidissement, maintenant, c'est bon. On sait faire, on maîtrise, c'est moins cher quand c'est du 70 Kelvin. Mais il y a d'autres problèmes de mécanique, etc. Mes collègues vous en parleront un peu plus s'ils viennent ici. Une dernière question peut-être? Bonjour. En fait, je voulais juste vous poser une question sur le bobinage utilisé afin d'avoir les harmoniques 2 et 4 et si c'est possible leur pourcentage. J'ai pas compris. Les harmoniques 2 et 4. Dans les machines auto-lévitées, c'est ça? Je ne me souviens pas quelle... Bon, alors, tant qu'à faire, je vais vous parler d'autre chose, mais qui est des techniques de réduction d'harmonique. À partir du moment où on connaît... Alors, je vous montre un truc très simple. Voilà. Ça, je n'en ai pas parlé, mais voilà, regardez. Dans les machines électriques, quand on connaît la source, on connaît le support. Donc la source, ça peut être des bobines ou des aimants. Le support, c'est l'entrefer, le circuit magnétique. Normalement, si on connaît l'un et l'autre, on peut calculer le champ.
on le calcule partout, on le décompose en série de Fourier, on connaît son fondamental et les harmoniques. Ici, par exemple, je veux éliminer telle ou telle harmonique de champ. J'essaie de trouver un moyen technique de l'éliminer. Je vous montre ça rapidement. Exemple. J'ai ici un aimant, une machine à aimant classique posée en surface. Cette machine-là, ça peut être tout ça, ça peut être un seul aimant. Mais je me dis, cette machine-là, si je fais comme ça, je vais avoir l'harmonique 5, l'harmonique 3, l'harmonique 5, 7, etc. Ils vont créer du couple de détente, des harmoniques de FEM, etc. Pourquoi? Parce que dans le champ créé par cet aimant plat, il contient naturellement des harmoniques. Et si je disais, si j'ai envie de découper ce champ-là et de le saucissonner de façon à réduire les harmoniques. Là, vous voyez, tout ça, de là à là, c'est censé être un seul élément. Et si je le découpe en plusieurs petits morceaux, et je connais ces angles-là, j'essaie de dire, je vais mettre des angles θ1, θ2, ça fait les largeurs ici, et je vais me dire comment je vais choisir ces angles-là de façon à éliminer l'harmonique 5, l'harmonique 7, l'harmonique 11, ce que je veux. Donc, qu'est-ce que je fais? J'écris les équations du champ créé par ça. Donc ici, attendez voir, voilà, je calcule, comme sur le principe de la MLI calculée qu'on utilise en électronique de puissance. Je ne sais pas si vous enseignez ça, en électronique de puissance. On fait la MLI, donc on a un signal carré. Je vais calculer ces harmoniques avec la formule. F1, ça c'est l'harmonique principale, et ça c'est les harmoniques. Et normalement, on vous a appris ça en électronique de puissance, comment calculer les instants de commutation de façon à éliminer telle ou telle harmonique. Vous voyez, donc ça fait des calculs de champ. Mais une fois qu'on a mis tout ça sous forme d'équation, on va dire, je veux que l'harmonique 1 soit égale à une valeur, et tous les harmoniques, je veux les annuler. Et je résous une équation, et je trouve ces angles-là. Ok? Voilà, donc ça, c'est le cas d'une machine. Vous voyez, là, ici, par exemple, je prends une machine pleine, ça me fait, le champ, il est comme ça, avec tous ces harmoniques. Je prends une machine où je veux éliminer, je fais un problème où je vais éliminer l'harmonique 3, 5, 7, 11. Je fais ça, je vous montre ici. Ah, dommage. Vous voyez ici, entre là et là, ici les harmoniques 5, 7 et 3 sont éliminés. Il ne reste que 11 et 13. Parce que dans mon calcul, j'ai dit je veux éliminer les harmoniques 3, 5, 7. J'ai envie d'éliminer l'harmonique 13 ou 11, je vais encore plus loin. Je vais découper en plusieurs petits morceaux. Et vous voyez ici que l'harmonique 11 a été éliminée. Par contre, l'harmonique 13 est toujours là. Vous voyez, ça c'est par rapport aux aimants. Mais dans le bobinage aussi, on sait faire. Monsieur Laporte m'a appris beaucoup de choses sur les bobinages. Et il m'a appris à calculer les harmoniques de champ à la main. Ce n'est pas la peine d'utiliser FEMM ou autre chose. De façon à dire quel est le bobinage qui réduit telle ou telle chose. Voilà pour ce qui est des harmoniques. Ça c'est dans les machines électriques. Maintenant, quand il s'agit de... Voilà, ouais, on a fabriqué les machines et tout. Quand il s'agit des machines auto-lévitées, c'est la même chose. On a des bobines, on sait comment les disposer, on regarde le contenu harmonique, mais il faut se dire aussi, la diapo qui ne marchait pas bien, c'est qu'on se dit, l'aide, la conception, elle fait ce qu'elle peut. D'ailleurs, c'était le cas avec cette machine-là. La conception, elle fait ce qu'elle peut pour éliminer les harmoniques, pour réduire les harmoniques. S'il en reste, la commande fait le reste. Voilà. D'ailleurs, bon, j'ose pas remettre la diapo. Donc, on a éliminé un certain nombre d'harmoniques avec la conception de la machine, et après on s'est dit, maintenant on va faire une commande qui va essayer de tuer les autres. Et ce que je voulais vous montrer, c'était quand j'actionne le filtre qui va aller chercher le taux de l'harmonique 4, il va réinjecter des courants pour éliminer l'harmonique 4 et l'harmonique 2. Bon, mais ça ne marche pas sur ce PC-là, dommage. Mais si vous voulez, je peux vous envoyer la thèse de Blaise Lapôtre qui a travaillé sur ça, ou même des articles qu'on a publiés là-dessus. C'est pour ça que je reviens à la complémentarité de la commande et de la conception. Voilà. Une dernière question. Haute température. Les contraintes de d'accord. Je vais juste zapper. J'ai prévu de parler de machines à haute température,
mais je ne vais pas beaucoup m'étaler dessus. Escape, je vais juste aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on en est dans le domaine de la recherche? Bah, je vais vous expliquer ça. Alors, machine à haute température, c'est un thème que j'ai abordé depuis 3-4 ans à peu près, 3 ans. C'était un travail avec l'aéronautique, mais avec beaucoup de laboratoires. Je vous explique qu'est-ce que c'est qu'une machine, à quoi ça peut servir. Les machines à haute température, il y a deux applications, enfin, on a recensé 2 applications importantes. Soit la machine, par rapport à l'application, elle est obligée de travailler dans un environnement chaud. Voilà, allez, je vais dire une bêtise. J'ai un moteur qui travaille dans un four, et le four, il est à 200 degrés ou 300. Ou alors, on prend une machine, on va la chauffer, enfin, on va prendre une machine, par exemple, normalement, qui est conçue pour 4 kW, on va la faire travailler à 8 ou 10 kW, donc elle va chauffer, et l'objectif, c'est que elle supporte la haute température. Donc, c'est pour réduire la puissance, c'est augmenter la puissance massique. Voilà. Il y a deux aspects. Nous, on a étudié plutôt le premier, et dans le cadre de l'aéronautique. Par exemple, dans le cadre de l'aéronautique, vous voyez ici, il y avait 2 thèmes ici. Voilà. Ouvrir les environnements naturellement chauds, c'est-à-dire travailler dans des milieux chauds, ou alors augmenter le gradient de température. Donc, une machine, on va la booster dans 4-5 kg, on va essayer de sortir 10 kW, alors que normalement, classiquement, c'est juste 2 ou 3 kW qu'on sort. On booste les machines. Alors ici, exemple, les réacteurs d'avion, comment ils marchent? Vous voyez ce système-là? Là, vous avez un générateur, donc on a le réacteur qui est là, et ici, on a un générateur qui est à côté, il est relativement au froid, parce qu'il y a un flux d'air, la température ambiante ici, elle est maximum 100 degrés. Okay, c'est le classique. Mais cette puissance-là, on a besoin pour déjà récupérer la puissance mécanique jusque-là, il faut beaucoup de pièces mécaniques, des engrenages, etc., de façon à extraire une partie de la puissance mécanique pour entraîner l'alternateur. Et même actuellement, là, on travaille sur SNECMA, sur les accessoires. Et là, c'est lourd. Ça demande de l'entretien, de l'huile. Voilà. Donc l'idée, c'est de se dire, pourquoi ne pas mettre directement l'alternateur à l'intérieur du réacteur, le plus proche possible du réacteur, de façon à éliminer les transmissions mécaniques. Mais là, il fait chaud. Il faut que les machines puissent supporter cette chaleur-là. On a recensé des endroits, on peut avoir des environnements à 200 degrés, à peu près. Donc il faut faire une machine qui est dans une ambiance de 200 degrés, et quand elle travaille, elle va chauffer, elle peut monter à 300 degrés. Les isolations actuelles, 200, c'est déjà une limite. Donc il n'y a plus d'isolation organique possible. Donc l'idée, c'est de se dire, on va fabriquer une machine. Ah, je vous ai déjà montré les machines, pas grave, je vais zapper ça. On va fabriquer une machine, mais avec, déjà, premièrement, il faut éliminer tout ce qui est isolant organique. Donc les vernis, tout ça. Même les tôles dans une machine électrique, elles sont vernies une par une. Elles sont isolées. Il faut éliminer ça, parce que à 200 degrés ou à 300 degrés, le vernis, il est brûlé. Donc déjà, ça pose beaucoup de problèmes de matériaux, de comportement des matériaux et de présence de matériaux. Ici, par exemple, ici, les bobines. Les bobines ici, c'est du fil spécial, c'est pas du cuivre classique. Il est enrobé de certaines choses. En plus, il n'y a pas de vernis dessus, et il faut qu'il soit moulé dans des ciments. Cette bobine-là que vous voyez, on la prend, on la met dans un four, on monte à 300 ou 400 degrés, on la fait fonctionner, elle marche. Enfin, elle ne crame pas. Et on la ressort, on la teste, elle marche toujours. Donc déjà, l'utilisation, la difficulté, c'est de trouver les matériaux pour faire ça. Donc nous, on a travaillé sur ce thème-là avec des partenaires, c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble. Je ne suis pas spécialiste des isolants, mais mes collègues le sont. Et nous, on s'est dit, je reviens en arrière, on se dit, on va travailler sur une machine. L'idée, c'est de fabriquer des premiers essais
deux machines, stator, rotor, bobine, on met tout ça, la commande qui va avec. Ici, on est obligé de faire de la commande sans capteur. Parce que si on fait une machine à haute température et le capteur qui est derrière, le résolveur qu'on utilise, c'est un résolveur classique, ça ne va pas, puisque le résolveur, il ne tient pas la température. Donc, autant travailler avec de la commande sans capteur. Donc, on a étudié des machines, on a essayé de trouver les bons matériaux. Vous voyez le comportement des matériaux. Il faut choisir les matériaux magnétiques. Il ne faut pas prendre le fer silicium classique. Parce que à partir de 200 300 degrés, il commence à perdre ses performances. Donc il faut chercher le matériau magnétique pour faire les tôles qui, même à 400 degrés, il garde son induction de saturation élevée. En l'occurrence, on a travaillé avec les fabricants de matériaux, c'est Vacuum Schmelze, c'est des Allemands. Nous, on a utilisé l'aéronautique, ils ont de l'argent. On a utilisé le plus cher et le meilleur, c'est le Vacoflux ici. Celui-là, à 500 degrés, il garantit à 500 degrés, le coût de saturation, il est toujours autour de 1,8, même à 500 degrés. Alors que les autres, ils chutent beaucoup. Donc on a des performances magnétiques toujours très bonnes. Voilà, avec ça, après, la question c'est quelle topologie? Est-ce que je fais une machine asynchrone, synchrone, à aimant, à réluctance variable? Nous, on a commencé la première version avec des machines à aimant permanent. Donc il faut les dimensionner. La façon de dimensionner les moteurs est complètement différente. Parce que les contraintes, c'est quoi? C'est la forme de la bobine. Parce que la bobine que vous avez vue tout à l'heure, je reviens à cette bobine-là, c'est comme de la céramique. Donc je ne peux pas la tordre comme je veux. Si je commence à manipuler le fil, il va se fissurer. Donc quand on va le faire, on va le manipuler. Les rayons de courbure que vous voyez là, ils sont limités. En plus, il vaut mieux le faire une fois, mouler, et on a la bobine. Donc ça, forcément, le bobinage ici, il faut qu'il soit autour d'une dent. Ce n'est pas des bobinages distribués classiquement. Donc là, ce n'est pas évident de faire de la machine asynchrone, classique. Il vaut mieux faire de la machine à réluctance variable ou de la machine à aimant, à bobinage fractionnaire. Nous, on a fait de la machine à aimant permanent, à bobinage fractionnaire. On a fait deux études. Est-ce que aimant en surface ou aimant enterré? On les a dimensionnés, étudiés, etc., fabriqués, testés, etc. Là, pareil, un partenariat avec des entreprises. On les a même testés, fabriqués. Là, actuellement, je dirige une thèse. On se dit, des aimants, c'est bien, mais à 200 degrés, ça commence déjà à être limite, 200, 250, parce qu'on a pris les aimants les plus chers. Les samarium cobalt qui, théoriquement, je dis bien théoriquement, ils tiennent 300 degrés. Mais il faut prendre la marge de sécurité. Nous, ces machines-là, que vous avez vues, je les ai testées. Je crois que j'ai une photo. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la photo. Hein. Le moteur, il est dans le four. Et les fils ils rentrent là-dedans. Je ferme le four et je mets à 200 degrés et on le fait tourner. Mais évidemment, l'onduleur, il est à l'extérieur. Bon, mais 200, 250, c'est un grand maximum. Et donc, pour éviter, maintenant pour aller plus loin, il faut se dire, on va faire des machines à réluctance variable. Donc j'ai une thèse actuellement, dommage, on vient de fabriquer les rotors pour la machine à réluctance variable. L'avantage, c'est que le rotor, il est inerte. C'est de la tôle qui n'est pas isolée, feuilletée, ou alors c'est du massif. La question, c'est la puissance massique. Parce que la réluctance variable est moins performante que les aimants. Bon, voilà. Donc voilà les contraintes. Je peux vous montrer même quand on l'a testé. Je sais pas, bon, ça c'est la commande qui va avec. Hein. Bon, là, on fait de la mesure de température. On alimente, on filme avec des caméras thermiques pour voir un peu la répartition de la température. Voilà, c'est un sujet de recherche très passionnant, mais qui demande beaucoup de compétences. Même la commande ici, mon collègue qui fait la commande, il s'arrache les cheveux parce que la machine, quand la température elle varie, les paramètres de la machine varient, on ne connaît pas encore bien le modèle. C'est une commande sans capteur, donc quand on fait de la commande sans capteur, on est censé connaître parfaitement le modèle de la machine. S'il est variable par rapport aux différences de température,
c'est pas évident. Voilà. Donc, et à côté de ça, mes collègues qui font les matériaux, ils sont tout le temps en train de tester des combinaisons de matériaux, de ciment, etc., pour trouver le meilleur matériau qui soit un peu élastique, enfin, qui tienne mécaniquement et surtout qui tienne l'isolation électrique. Bon, c'est un sujet très, très... Voilà, mais on va dire pareil, on est un groupe de chercheurs de 4 universités différentes, on travaille chacun dans son domaine, mais on se regroupe tous pour chacun apporte ce qu'il sait faire. Mais l'avantage, c'est que, enfin, ce que je trouve de bien, c'est que le moteur est fabriqué à Nancy, c'est moi qui suis chargé de fabriquer le moteur, de le tester, quelque part la maison mère, c'est à Nancy. Voilà. Bien. Merci, professeur Takorabet, pour tout ce que vous nous avez donné. Donc, nous espérons que c'est une expérience qui va se renouveler plusieurs fois à l'avenir. Sans problème, il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que c'est très bénéfique. Je pense que l'assistance a eu pour ça, comment dire. Donc, tout ce qu'il faut comme information. Donc, il y a eu les questions, il y a eu le débat. Donc, on vous remercie encore et on vous libère. Merci beaucoup. Il est déjà bientôt midi. Oui, presque midi. Hein. Bientôt midi. Merci.